Le soleil se lève sur Ifé, un village ancestral niché au cœur d'une vallée fertile, bercé par le doux murmure de la rivière Nyala. Les toits de chaume luisent sous la rosée matinale, et l'air est empli de l'odeur du feu de bois et du mil grillé. Partout, des femmes préparent la nourriture, leurs boubous colorés scintillant comme des joyaux. Les hommes aiguisent leurs outils, prêts pour la grande fête des moissons, le moment le plus important de l'année. C'est le jour où les liens sont scellés, où les récoltes abondantes sont célébrées, et où les anciens du village, les gardiens des mémoires, se réunissent sous l'ombre majestueuse du tamarinier sacré. Cet arbre millénaire, avec ses branches noueuses et son feuillage dense, est le cœur spirituel d'Ifé, un pont entre le monde des vivants et celui des ancêtres. Au centre des festivités se trouve Kaël, un jeune homme au regard intense, dont les mains, bien que fortes, sont plus habiles à sculpter le bois qu'à labourer la terre. Il est le fils de Mama Adiza, la sage-femme respectée du village, et son destin est de devenir le prochain conteur des esprits, celui qui, par ses sculptures, révèle les messages des ancêtres. Sa fiancée, Léna, est d'une beauté douce, ses tresses perlées de coris, son sourire lumineux. Elle est la potière du village, ses mains façonnant l'argile avec une grâce innée. Leur union doit être célébrée lors de cette fête des moissons, scellant leur amour et la promesse d'une nouvelle génération pour Ifé. Sous le tamarinier sacré, les tambours commencent leur rythme hypnotique. C'est le début du rituel des offrandes. Les villageois déposent des fruits, du vin de palme et des bougies d'argile au pied de l'arbre, priant pour la prospérité et la protection. Le chef Obazi, imposant et respecté, dirige la cérémonie, sa voix grave résonnant à travers la place du village. Mama Adiza s'avance, le visage grave, pour consulter les cailloux divinatoires, des pierres lissées par la rivière qui, dit-on, révèlent l'avenir. Elle jette les cailloux sur un tapis de cuir. Son expression se fige. Les cailloux forment un motif sombre, inattendu. Un frisson parcourt l'assemblée. Elle lève les yeux, la voix tremblante. Les esprits, ils sont agités. Une ombre se lève à l'ouest, une faim qui n'est pas celle du ventre. Le serment du sol ancestral est en danger. Un choix cruel attend Ifé. Le tamarinier pleurera. Un vent froid s'engouffre dans la place, faisant frissonner les feuilles de l'arbre. Le ciel, jusqu'alors clair, se couvre d'un voile grisâtre. Les murmures inquiets se répandent. Kaël et Léna échangent un regard inquiet. Le chef Obassi tente de rassurer les siens, mais la prophétie a semé le doute. La nuit tombe, lourde de pressentiments. Les feux de joie s'éteignent, les uns après les autres. Au petit matin, une nouvelle encore plus sombre frappe Ifé. Amara, la jeune sœur de Léna, une enfant riante et pleine de vie, a disparu. Son lit est vide, et sa petite poupée de chiffon, toujours à ses côtés, gît abandonnée sur le sol de leur case. La panique s'empare du village. Les hommes partent en quête, battant la brousse, fouillant les rives de la Nyala. Les tambours, qui la veille appelaient à la fête, résonnent maintenant d'une cadence désespérée. Kaël, le cœur serré, se joint aux recherches. Il se souvient du dernier rire d'Amara, si joyeux et insouciant. Alors que les recherches s'intensifient, une étrange maladie commence à frapper les bêtes du village. Les chèvres et les poulets dépérissent, leur corps s'affaiblissant mystérieusement. Certains villageois, terrifiés, commencent à pointer du doigt la prophétie de Mama Adiza. C'est l'ombre qui vient de l'ouest, la faim qui n'est pas celle du ventre, murmure-t-il. Le chef Obazi est confronté à une situation sans précédent. Les esprits du village semblent se retourner contre eux.
Les anciens se réunissent de nouveau sous le tamarinier, leurs visages marqués par l'inquiétude. La tension est palpable, la confiance s'effrite. Kael est profondément troublé. Il ne croit pas aux malédictions arbitraires. Il se souvient des histoires de sa mère sur la façon dont les ancêtres communiquent, non par la terreur, mais par les signes et les rêves. Une nuit, il fait un rêve intense. Il se voit près d'une chute d'eau cachée, un endroit secret connu de peu, et au milieu de l'écume, il distingue des formes sombres s'agitant, portant quelque chose. Au réveil, il se met immédiatement au travail. Il prend un bloc de bois de Wenge, ses outils de sculpteur, et commence à travailler fiévreusement. Ses mains, guidées par le rêve et son intuition, donnent naissance à une série de sculptures. La première représente un homme au visage masqué, les traits durs, tenant une corne remplie d'une poudre sombre. La seconde sculpture est un arbre aux racines coupées, sa sève s'écoulant comme des larmes, et autour de lui, des silhouettes d'enfants, leurs mains tendues vers le ciel. La troisième figure une rivière asséchée, et au loin, un village dont les cases sont en flammes. Ces sculptures ne ressemblent à rien de ce qu'il a fait auparavant. Elles sont sombres, inquiétantes, et pourtant d'une vérité troublante. Kael les présente au chef Obazi et aux anciens. La signification est claire pour certains. L'homme masqué est un faiseur de maléfices, l'arbre coupé et Ifé en danger, la rivière asséchée et la vie du village menacée. Léna, en voyant les sculptures de Kael, est saisie par une vision subite. Elle se souvient d'une vieille légende racontée par sa grand-mère sur un clan oublié, les Ombres du Savane, qui vivaient dans les profondeurs de la forêt. Ce clan était réputé pour ses connaissances secrètes des plantes et des esprits, mais aussi pour sa jalousie et sa capacité à semer la discorde. Elle révèle alors quelque chose de choquant. Quelques semaines avant la fête des moissons, elle avait vu Mbana, le frère cadet du chef Obazi, se faufiler hors du village en pleine nuit, l'air furtif, portant un petit sac. Il avait l'habitude d'être un homme bon, mais ces derniers temps, son regard était devenu distant, ses paroles amères. Il avait toujours convoité la position du chef, mais n'avait jamais eu le courage de la prendre ouvertement. Kael confronte Mbana en secret. Devant l'évidence des sculptures et le témoignage de Léna, Mbana finit par craquer, son visage ravagé par la honte et la colère. Il confesse tout. Il avait rencontré un ancien du clan des Ombres du Savane, un sorcier banni du nom de Jengu, qui lui avait promis le pouvoir et la chute d'Obazi en échange d'une offrande, le sacrifice d'un innocent. Amara n'avait pas été enlevé pour être tué, mais pour servir d'appât. Jengu avait l'intention d'utiliser son sang pour un rituel de malédiction contre Ifé, visant à dessécher la Nyala et à rendre les terres stériles, afin que les villageois, affaiblis, acceptent Mbana comme leur nouveau chef. Les animaux malades étaient une preuve de l'emprise grandissante de cette magie noire. Le serment du sol ancestral était menacé non par les esprits, mais par la trahison d'un frère. Kael, Léna et le chef Obazi, qui est maintenant informé et horrifié, partent immédiatement, guidés par les indications de Mbana, vers la chute d'eau secrète et la grotte où Jengu tenait Amara. Le voyage est périlleux, à travers une forêt dense et des sentiers escarpés, sous un ciel menaçant. Ils arrivent à la grotte juste au moment où Jengu commence son rituel. Amara est attachée, effrayée, mais encore en vie. Jengu, un homme aux yeux injectés de sang et au corps orné de scarifications rituelles, se tourne vers eux, un sourire cruel sur les lèvres. Une confrontation éclate. Kael, armé de son courage et de la sagesse des ancêtres,
qu'il a tant sculpté, se jette sur Jengu. Ce n'est pas un combat physique à proprement parler, mais une lutte spirituelle. Kael utilise les mots et les images puissantes que lui ont inspiré ces sculptures, révélant la corruption de Jengu, sa trahison des vrais esprits. Lena, de son côté, récite des chants ancestraux de protection, puisant dans le savoir des femmes d'Ifé, des chants appris de sa grand-mère, qui affaiblissent l'emprise de la magie de Jengu. Le chef Obazi, par sa seule présence et l'autorité de son lignage, renforce l'énergie positive. Jengu, privé de son pouvoir par la force combinée de la vérité et de l'unité, s'effondre, son masque de sorcier se brisant au sol. Amara est libérée. Scène 7. La leçon du tamarinier et le renouveau d'Ifé. 23-25 minutes. De retour à Ifé, l'accueil est émouvant. Amara est retrouvée et la vérité sur Mbana et Jengu est révélée, non pas par vengeance, mais comme une leçon pour tous. Le chef Obazi, devant le tamarinier sacré, prononce un discours. Il ne condamne pas Mbana à mort, mais à l'exil. Un exil qui lui donnera le temps de réfléchir et de se racheter. Il souligne que la plus grande force d'Ifé n'est pas dans la magie ou la superstition, mais dans la solidarité, l'amour familial et la capacité à pardonner et à apprendre de ses erreurs. Kael et Lena se marient, leur union étant désormais le symbole d'une nouvelle ère pour Ifé, une ère où la tradition est interprétée avec sagesse et humanité. Kael devient le conteur des esprits, ses sculptures racontant désormais des histoires de courage et de vérité. Lena continue à façonner l'argile, ses poteries symbolisant la force et la résilience du village. Le serment du sol ancestral est renouvelé, non pas dans la peur, mais dans la confiance et l'unité. La rivière Nyala coule à nouveau en paix, les cultures prospèrent, et le tamarinier sacré, qui avait semblé pleurer, est à nouveau empli de vie, ses feuilles bruissant de sagesse. Ifé a appris que les véritables menaces ne viennent pas des esprits lointains, mais des ombres qui peuvent obscurcir les cœurs des hommes, et que la lumière la plus pure vient de l'amour et de l'honnêteté. Leçon de vie, morale profonde. Les traditions et les croyances ancestrales sont des guides précieux, mais elles ne doivent jamais servir de voile à la vérité, ni de bouclier à la lâcheté humaine. La véritable spiritualité réside dans le courage de regarder la vérité en face, l'unité inébranlable de la communauté et l'amour inconditionnel qui lie les familles. C'est en cultivant ces valeurs que l'on honore véritablement les ancêtres et que l'on assure la prospérité des générations futures.